Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Cette fois, chers auditeurs, j'aimerais vous faire connaître la maison des citoyens, comme on l'appelle. Devrais-je dire la maison des taxes? Il y a vos hôtels de ville respectifs, là où vous m'écoutez actuellement en province, mais Montréal étant le cœur de la province, le moteur économique, ça nous fait rire, et le moteur de la taxation aussi. J'aimerais un peu vous tracer l'histoire de l'hôtel de ville, le premier maire. Qui était-il? Si je recule dans la nuit des temps, je dirais carrément que c'était Maisonneuve. Paul Chomédé de Maisonneuve n'était peut-être pas maire, mais il était le premier administrateur de l'île de Montréal au complet à l'époque. Hein? Une île, une ville, ça existait à ce moment-là. Il agissait alors à titre de gouverneur militaire et civil. Et par la suite, il y aura 13 gouverneurs qui vont se succéder jusqu'à la capitulation de Montréal, le 8 septembre 1760, devant le château de Ramsay, qu'on appelle prétentieusement château, c'est un manoir, ou devant l'hôtel de ville actuel, mais qui, lui, va sortir beaucoup plus tard de terre. Et parmi ces 13 administrateurs, il y a des noms qui ont laissé leur signature, tel Perrault. Hein? L'île Perrault, on lui a attribué son nom à cause de son rôle, tel Calière, la pointe à Calière, tel Philippe de Rigaud, qui a laissé son nom dans la toponymie, Claude Ramsay, quand on parle du château de Ramsay, Charles Lemoine et Pierre Rigaud, marquis de Vaudreuil. Alors, vous voyez, tous ces noms sont actuellement présents dans la toponymie du Québec. Puis, sous le régime anglais, ce sont des juges de paix qui administrent Montréal, jusqu'à ce qu'on incorpore la ville en cité. On appelait ça une cité, pourquoi? Parce que la petite ville était emmurée. Il y avait donc une palissade, des murs de pierre. C'était une petite forteresse. De là, l'expression « une cité ». Une cité, c'est une ville qui a des murs. Québec est une cité en partie parce qu'elle est emmurée. Alors, il est vrai qu'à cette époque, Montréal possédait une muraille qui l'encerclait et voilà l'expression « cité » qui, une fois démolie, deviendra ville. Et c'est donc malheureux qu'on ait démoli les murs. Tout ça au nom de l'expansion économique, mais on aurait pu garder une partie, ne serait-ce pour donner un charme historique à Montréal, qui n'en a pas beaucoup, bien qu'on se gonfle le torse à faire croire qu'elle est magnifique. Elle est belle. J'en ai vu des villes, croyez-moi. Elle est belle, mais elle n'est sûrement pas le fleuron de beauté architecturale avec sa toponymie toute croche, mais elle n'a rien de comparable aussi à Québec. Alors, toujours est-il qu'en 1833, c'est à ce moment-là que le peuple de Montréal assiste à l'élection de son premier conseil municipal, qui, lui, va choisir comme premier maire de Montréal, maire officiel, parce que je vous parlais tout à l'heure de Maisonneuve, c'était un administrateur. Un vrai maire officiel, c'est Jacques Vigée, qui a une rue, qui a un parc. C'est lui le premier maire de Montréal. Les Anglais vont l'accepter, Jacques Vigée. Pourtant, Montréal était une ville majoritairement anglaise à cette époque, comme elle est en train de le redevenir d'ailleurs. Et les Anglais l'acceptaient parce qu'ils avaient des idées progressistes et ils voulaient tellement le développement du port de Montréal qui va favoriser le commerce avec l'Angleterre. Il fallait supplanter Québec, qui était la ville principale à l'époque. Alors Jacques Vigée répondait à ses visées politiques. Il ne siégera que 3 ans parce que dès 1836, voilà qu'éclate au Québec, dans le Bas-Canada, une crise politique qui s'annonçait et on reviendra au règne des juges de paix. On va décoller Vigée. Parce que tu as peut-être des sympathies, toi, avec ces gens qui veulent justement affirmer la démocratie, qui s'appelle les patriotes. De plus, on soupçonnait donc Vigée d'être trop près de Louis-Joseph Papineau, qui parlait alors d'affranchissement politique pour le Bas-Canada, c'est-à-dire le Québec. Alors, tu étais un peu trop proche de ce René Lévesque du temps. Mais Vigée s'était quand même fait octroyer un poste de maire par les conseillers en promettant un grand port pour Montréal afin de détacher
la ville de Montréal de l'emprise de la ville de Québec qui décidait de tout, et c'est là qu'était le gouvernement, en quelque sorte. Et le port de Québec était plus important que celui de Montréal. Pourquoi? Parce que il y avait le bois, et on construisait des bateaux, on achetait beaucoup de bois. Pourquoi descendre à Montréal où le fleuve devait être gratté pour augmenter le tirant d'eau? Alors on arrêtait à Québec et ça suffisait. Et les bateaux repartaient pour l'Angleterre avec le bois pour construire des bateaux, entre autres. Mais avec l'industrialisation, Montréal et les bateaux à vapeur va devenir une ville qui supplantera Québec avec le temps. Avec l'acte d'union des deux Canada après la rébellion des Patriotes, si on veut, arrive 1840 et l'un est dénommé Lord Durham, qui veut nous assimiler et en finir avec nous, il préconise l'acte d'union du Haut et du Bas Canada. Alors la paix ne reviendra pas pour autant, mais Montréal retrouve quand même ses maires. James McGill sera l'un de ceux-là. Alors vous comprenez pourquoi il a une rue importante, et puis en plus de ça, il va être à l'origine de la construction d'une prestigieuse université. Alors il a été maire quand même, lui. Montréal se développe lentement avec son petit port qui deviendra grand. Et son successeur à James McGill, le troisième maire, est Jean Bourret. Lui, il va faire entreprendre la construction près du port de l'importante bâtisse du marché Bon Secours, qui servira également d'hôtel de ville, en attendant d'avoir l'hôtel de ville que vous connaissez actuellement. Maintenant, faisons un saut dans le temps jusqu'en 1849, c'est-à-dire jusqu'au libraire Édouard Raymond Fabre. C'est un patriote. Il devient le 6e maire. On lui a pas donné une rue très importante à ce Fabre. D'une belle famille. Il va même y avoir un monseigneur. Et c'est une famille qui réussit fort bien. C'était un libraire. Et il avait le malheur pour le pouvoir britannique d'être un admirateur de Louis-Joseph Papineau, qui sera même incarcéré lors des rébellions des Patriotes 1837-38. Père de 11 enfants, un des fils, Édouard Charles, deviendra le premier archevêque de Montréal, alors que sa fille Hortense va marier nul autre que Sir Georges-Étienne Cartier, un ancien patriote qui s'est battu à Saint-Denis-sur-Richelieu, qui deviendra plus tard l'un des pères de la Confédération et qui va même faire campagne politique contre son beau-père. Bizarre de personnage que ce Cartier. Alors, bien qu'il ait adopté des mesures de répression des émeutes au lendemain de l'incendie du Parlement du Canada, qui, suite à l'acte d'union, avait été installé à Montréal, c'est tout près du restaurant Gibby's, là, devant le poste de pompier, le premier ou le vieux poste de pompier qui est là, qui est devenu un musée. C'est là qu'était le Parlement du Canada uni, le Parlement fédéral, si on veut, mais qui n'est pas encore fédéral, parce que la Confédération n'est pas créée. C'est le Parlement de l'acte d'union qui était là. Mais des fanatiques vont le brûler parce qu'on trouve que le gouverneur de Montréal, qui est généreux en donnant justement des compensations monétaires aux patriotes du Haut-Canada qui s'étaient soulevés contre le pouvoir britannique parce qu'on avait brûlé leurs fermes, va faire la même chose pour les patriotes du Bas-Canada, les nôtres, mais les fanatiques n'accepteront pas ça, comme quoi l'amour-haine prévalait dès ces temps-là. Alors, le maire Fabre est au centre de tout ça. Il a été un administrateur très méticuleux. Il va baisser la dette de la ville de 100 000 $. C'est beaucoup. Fabre va tenter de revenir en politique municipale en 1854, mais toute une surprise l'attend. Imaginez-vous que son adversaire est nul autre que Wilfred Nelson, le vainqueur de la bataille de Saint-Denis-sur-Richelieu, qui était le compagnon, le bras droit de Louis-Joseph Papineau. Nelson, devenu tout d'un coup un modèle, un bon garçon, il est devenu un modéré, il s'éloigne de Louis-Joseph Papineau, qui est allé en exil, qui va revenir, qui va se retirer dans ses terres. Alors, Nelson, devenu un modéré, est appuyé, tenez-vous bien, par le conservateur, un ancien patriote de Saint-Denis-sur-Richelieu, Sir Georges-Étienne Cartier, le gendre de Fabre. Il avait marié sa fille. Il faut lire le livre, justement, de Micheline Lachance, qui parle de la fille de Sir Georges-Étienne Cartier abondamment. Un livre d'une tristesse et d'une beauté à la fois. Sir Georges-Étienne Cartier
Un ancien patriote de Saint-Denis, je le répète, reprocha à son beau-père ses sympathies à l'égard de Papineau comme ça n'avait pas été sympathique à lui. Mais il va aussi reprocher la naissance de ce mouvement annexionniste aux États-Unis. Alors Sir George devient un grand Canadien tout d'un coup. Wilfred Nelson, lui avec, de Saint-Denis-sur-Richelieu, va gagner l'élection par une faible majorité de 63 voix. Mais, comme il était médecin, il avait séduit le pouvoir anglais pour dire « je vais faire de Montréal une ville hygiénique » parce qu'il y avait des maladies, des contagions qui pullulaient à Montréal à cette époque, et je vais faire de Montréal un grand port. Ça plaisait aux commerçants anglais. Alors, il gagne par une faible majorité de 63 voix. De Wilfred Nelson, il faut retenir sa préoccupation à l'égard de la santé, l'hygiène, la salubrité, les eaux usées. C'est un visionnaire quand même. Il entrevoyait l'aménagement dès 1855 d'un parc sur le Mont-Royal. Pas mal quand même pour l'époque. Et 1878, la Maison des citoyens va sortir de terre, c'est-à-dire l'hôtel de ville que vous connaissez actuellement. Ce palais municipal, cette maison du peuple, ou cette maison des taxes, ce palais municipal marque le début de l'engouement pour les bâtiments de type Beaux-Arts, avec son style français, style Second Empire, influencé par le château des Maisons Laffitte. 1855. On arrive au 18e maire, Honoré Beaugrand, fondateur du journal de La Patrie, un journal patriotique, un gars qui a mérité d'une très grande station de métro. Et vous savez peut-être pas pourquoi, mais voilà, il était le 18e maire de la ville de Montréal. Et avant la politique, il a été militaire. Il a même servi dans l'armée de Napoléon III au Mexique. Incroyable, hein? C'était un intrépide. C'était un écrivain, un éditeur. Il a publié son plus célèbre ouvrage, La Chasse-Galerie, un ouvrage anti-religieux, et à son décès, sa dépouille, inhumée au cimetière juif de Montréal, parce qu'il n'était pas admis dans la section catholique. Et comme maire, Honoré Beaugrand s'est fait remarquer par ses campagnes en faveur de la vaccination contre les maladies infantiles. Comme vous voyez, la santé importait énormément en ces années à cause de l'absence d'hygiène. 1898. Je saute au 25e maire. Il a une rue à Montréal. Entre Hochelaga et Sherbrooke, on voit là la rue Préfontaine. Elle descend même jusqu'à Notre-Dame. Raymond Préfontaine. Il aura été le premier à mettre en marche ce qu'on appelle justement la machine politique qui va favoriser, et voyez-vous, il était déjà très nationaliste, ce Préfontaine. Mieux que certains d'autres maires qui veulent pas faire de politique, sont trop lâches en couchant avec le pouvoir. Alors, il va mettre une machine politique qui va favoriser les petits entrepreneurs canadiens-français de l'Est de Montréal. Drapeau tentera ça plus tard. Parce qu'il s'apercevait que les grosses constructions, puis les petits entrepreneurs, puis les compagnies d'assurance, tout ça, c'était entre les mains des Anglais. Alors, il va essayer d'équilibrer ce Préfontaine. Préfontaine, grand admirateur de Paris, voyait grand. Il voulait faire de sa ville, oh, c'était audacieux, mes chers amis, une compétitrice de Paris. C'est pourquoi il va appuyer tout un projet d'aménagement du boulevard national qui n'est jamais né, hélas. C'est une belle idée. Cette artère de boulevard national, de prestige, qui devait compétitionner les Champs-Élysées à Paris, c'est quelque chose, devait partir du Monument national, rue Saint-Laurent, le Monument national est encore là debout, fier d'ailleurs, et là, de cette façade du Monument national, cette rue aurait percé jusqu'à la rue Saint-Denis pour en faire une espèce de Champs-Élysées du centre de Montréal vers l'est. C'était le but de Raymond Préfontaine. Je ne vous parle pas de tous les maires, on n'en finirait plus quand même. Je vous parle des principaux qui ont laissé leur signature, soit par une rue, soit par une bâtisse. C'est le cas de Médéric Martin. Il est le 32e maire de Montréal. Médéric Martin, en 1914, la guerre vient d'éclater.
Et ce qu'il y a d'intéressant chez lui, c'est qu'il n'y aura plus de maire anglais élu après lui. Pourquoi? Parce que les Canadiens français, la classe moyenne, les travailleurs, sont appelés dans les usines de Montréal. Ils partent des campagnes de la Gaspésie, de la Mauricie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils s'amènent pour avoir de l'ouvrage à Montréal et vont venir grossir la population francophone pour devenir la deuxième ville française au monde, comme on l'a répété si souvent, chose qui n'existe plus de nos jours, hélas. Alors, il a été le maire de la classe moyenne et il va aussi encourager les Canadiens français à obtenir des contrats pour la ville. Voyez-vous que c'était un audacieux quand même, il pensait aux siens. C'était pas tout de se faire élire puis d'oublier l'identité comme le font trop de maires de nos jours. Alors, l'élection de Médéric Martin en 1914, à la veille de la guerre, tourne une page de l'histoire politique de Montréal. En effet, sa victoire brise la tradition qui veut qu'un maire de langue française alterne avec un maire de langue anglaise. Un peu comme le Parti libéral fédéral qui a oublié ça depuis ce temps-là. On va avoir un candidat francophone puis un candidat anglais. Du tétage de vote, comme on appelle. Alors, Médéric Martin met un terme à ça. Et les autres maires qui vont suivre, ce sont toujours des Canadiens français. Pas les plus vaillants, mais quand même, ce sont des Canadiens français, dont certains vont laisser leur marque quand même, comme très grands maires. Alors, sa victoire brise donc la tradition. Elle sonne également le retrait des milieux d'affaires anglophones de la scène politique montréalaise. Ces lobbyistes très puissants qui appartenaient au Molson, puis les banques, etc., puis les grands hôtels, puis qui appelaient à l'hôtel de ville, puis ils faisaient frémir le maire pour lui dire « Tu vas adopter telle politique, tu devrais faire telle chose ». Alors, lui, il sonne justement le retrait des milieux d'affaires anglophones de la scène politique auprès de l'hôtel de ville. En fait, depuis cette date, Montréal n'a été dirigé que par des francophones. Je ne dis pas que ce sont tous des très, très, très vaillants quand même, mais des francophones. Malheureusement, cette fierté montréalaise va être détruite par les flammes en 1922. Oui, arrivé sur les lieux, le maire, Médéric Martin, tentera d'aller récupérer des documents dans son propre bureau, mais il en sera empêché par les flammes et les pompiers qui ne veulent pas le voir entrer là. Le sergent Lafleur va récupérer quelques biens précieux. La chambre forte, heureusement, protégera les très précieuses archives, dont certains textes de Jeanne Mance et de Maisonneuve qui sont encore existants aujourd'hui aux archives de la ville de Montréal. Oui, l'incendie va jeter par terre ce bel hôtel de ville, style Troisième Empire. N'ayant pas assuré le bâtiment, la ville doit imposer une taxe spéciale pour la reconstruction. Inaugurée le 15 février 1926 par le maire Charles Duquette, la reconstruction à l'époque par le constructeur Baudry, Jean-Louis Baudry, un constructeur qui est encore dans le décor avec ses descendants, ça avait coûté 1 800 000 $ pour reconstruire donc l'hôtel de ville en 1926. Les Montréalais en sont fiers, puisqu'ils retrouvent son allure d'antan. Et certains diront que c'était un mal pour un bien, puisqu'on a profité pour ajouter un étage et mieux utiliser l'espace intérieur de l'hôtel. Alors, on n'a réussi qu'à conserver les murs, on va ajouter un étage. À l'intérieur de la salle du conseil, il y a 5 vitraux là, qui ornent la salle du conseil, qui sont ouverts sur 2 étages. Créés en 1926, ils sont l'œuvre de John Patrick O'Shea, un Irlandais. Chacun témoigne d'un aspect fondamental de la vie montréalaise au début du 20e siècle. La religion, l'agriculture, oui, l'agriculture est encore l'économie de base, les activités portuaires à cause du port, le commerce et l'industrie, la finance et le transport ferroviaire. Le train à vapeur est arrivé, ne l'oublions pas. Alors, c'est un peu ce que John Patrick O'Shea a voulu tenter en créant ces beaux vitraux-là qui sont à l'hôtel de ville et qu'on peut voir encore de nos jours.
Dans la décennie 30, on est en pleine crise, apparaît le maire Adélard Reynaud. Et sous sa gouverne, il entreprend des grands travaux du jardin botanique, construit au coin de Pineuf, et obtient pour $1 l'île Sainte-Hélène du fédéral. Voyez-vous, si l'île Sainte-Hélène appartient à la ville de Montréal, c'est grâce à ce transfert. Il aura aussi accompli de grands efforts pour redresser l'administration de Montréal en attendant des jours meilleurs. On est en pleine crise. Adélard Reynaud aura donc été un maire éphémère, si on veut. Et voilà que pour son deuxième mandat en 1940, la ville va être mise sous tutelle une deuxième fois au moment où Camillien Houde prend le chemin des cellules. C'est le maire populiste qui arrive. Mais il est arrêté par la police montée pour s'être opposé à la conscription. Les déficits budgétaires s'accumulent, les banques refusent d'accorder de nouveaux prêts à Montréal, ça ne va pas très bien. Camillien Houde est un maire transcendant, un maire qui va laisser sa signature, il n'y a pas de doute. Monsieur Montréal, monsieur populiste, très aimé, très nationaliste aussi. Camillien Houde, monsieur Montréal, élu premier magistrat, à maintes reprises, on lui doit beaucoup de tapage, mais aussi des réalisations. Admettons-le. À propos du tapage, il est opposé à la loi de l'enregistrement national, la conscription. Alors, il va se faire arrêter par la police en août 40 pour être interné dans un camp de concentration et libéré le 6 août 44, à la fin de la guerre, imaginez-vous. Le débarquement a eu lieu en Normandie. À son retour, Montréal va lui réserver un accueil délirant qui va lui assurer de se faire aisément réélire jusqu'à sa mort le 11 septembre 58. 100 000 personnes ont assisté à ses funérailles. Et lorsqu'on voit des Vespasiennes converties en kiosques à journaux ou en bureaux d'information touristique, vous devriez vous dire que cela, c'est un héritage de Camillien Houde. Ce monsieur Montréal a été considéré comme étant le maire du peuple, comme nul autre ne peut le prétendre. Et dans la littérature historique, nombre d'historiens diront qu'avec Camillien Houde, les Montréalais avaient un maire, alors qu'avec Jean Drapeau, ils auront une ville. Pour conclure brièvement sur M. Montréal, des 41 maires, peut-on dire que Camillien Houde fut le plus populaire? Sans aucun doute, dû à sa pénétration dans la grande population, à sa proximité avec les gens, à répondre à l'un ou l'autre et à s'impliquer aussi dans les élections fédérales et provinciales. C'est un conservateur, un bleu de nature, à se réconcilier en dernier parce qu'il s'était chicané avec Maurice Duplessis. Et va donc arriver par la suite, puisque 1958 sonne le glas de ce pauvre Camillien Houde, il va se faire enterrer justement au cimetière de la Côte-des-Neiges, où en entrant dans le cimetière tout près du monument des Patriotes, on voit sa tombe qui est là, qui est très belle, avec une imitation du sarcophage de Napoléon Bonaparte. C'était un admirateur de Napoléon. Moi-même, mes chers amis, je vous confie, tout jeune, au collège, j'étais dans les louveteaux. En 1953, on m'avait choisi pour lancer la campagne de cueillette de fonds pour les louveteaux et les scouts. Et dans cette belle petite mission qui m'avait été attribuée, on allait à l'hôtel de ville rencontrer le maire. Imaginez-vous, j'avais 12 ou 13 ans, combien j'étais impressionné d'entrer dans ce bureau pour signer le livre d'or devant monsieur le maire, Camillien Houde, et son bras droit, Jean-Marie Savignac. Arrive 1954, un homme remplace Camillien Houde et il s'appelle Jean Drapeau. C'est un maire nationaliste. C'est un maire très affirmatif, un excellent tribun qui s'était impliqué durant la guerre contre l'enrégimentation des Canadiens français, justement dans l'armée britannique pour aller se battre. Il était donc avec Camillien Houde en réalité. Il était avec Maxime Raymond. Il était avec André Laurendeau, qui était à la tête du Bloc populaire. Il était avec Michel Chartrand. Il va même se présenter à l'élection fédérale pour le Bloc contre le général Laflèche, qui va le battre dans Outremont. Mais il y avait quand même ses antécédents de Jean Drapeau, le nationaliste. Et il va
évidemment devenir un maire transcendant, mais peut-être trop cassant en ce début de mandat pour se faire battre au bout de 3 ans, dès 1957. Et ce que je n'ai jamais compris, c'est que Drapeau était un bleu, foncièrement bleu, donc conservateur. Voilà que Maurice Duplessis va mettre sa machine contre lui pour aider son adversaire en 57, qui est un libéral, le sénateur Sarto-Fournier, qui va battre Jean Drapeau. Mais Sarto-Fournier va avoir un mandat plutôt éphémère, peu reluisant, ne réalisant pas grand-chose. Il n'aura pas été un maire transcendant quand même. Et ce qu'on retient de lui, c'est plutôt un événement comique. On reçoit la reine Élisabeth II et lorsque M. le maire lui demande pour danser, la petite presse surveillait tous les faits et gestes et on avait remarqué qu'il lui avait pilé sur les pieds en dansant. Voilà le souvenir plutôt moqueur qu'on retient de Sarto-Fournier, qui sera donc délogé par Jean Drapeau, qui revient en 1969 avec le renouveau québécois et la Révolution tranquille. Et c'est là-dessus, mes chers auditeurs, que je vous laisse sur votre appétit, puisque j'aurai l'occasion de faire un volet complet sur Jean Drapeau et l'après Jean Drapeau, celui qui a mis, comme on dit chez tous les Montréalais et Québécois, le Québec sur la map mondiale, avec le général de Gaulle, faut-il le rappeler politiquement parlant.